On va maintenant accueillir Marcello Vitali Rosati, qui est philosophe et professeur à l'Université de Montréal. Il est titulaire de la chaire d'excellence en édition numérique à l'Université de Rouen-Normandie. Ses recherches portent sur les enjeux philosophiques du numérique, notamment les transformations de l'écriture, de la publication et des pratiques intellectuelles à l'ère des plateformes. Et dans cette intervention, il propose de déconstruire l'idée selon laquelle la créativité serait une propriété exclusivement humaine. Il nous invite plutôt à repenser ce concept, souvent idéalisé, en le redéfinissant de manière plus rigoureuse et opératoire. Donc, à partir de cette redéfinition, il montrera que la créativité peut être formalisée et intégrée dans des systèmes algorithmiques. Et cette approche permet de déplacer le débat, peut-être. Donc, il ne s'agit plus d'opposer humain et machine, mais de questionner les cadres mêmes à partir desquels nous définissons l'humain. Donc, merci, Marcello. On vous écoute. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, René. Et merci beaucoup, Bruno, parce que je peux commencer en faisant un petit résumé de ce qu'a dit Bruno. Parce qu'en fait, fondamentalement, je pense que ce que je vais raconter pourrait être une exemplification d'une chose qui est ressortie de façon très claire, à mon avis, de ce qu'a dit Bruno, qui est ce que j'aime appeler l'affirmation conditionnelle. C'est-à-dire, souvent on dit, est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, peut énoncer ou peut penser ou peut produire du sens ou peut être créative? Et en fait, j'ai envie d'interpréter ce qu'a dit Bruno, et tu me diras après, Bruno, si tu es d'accord ou pas, que en fait, la question est mal posée. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle modélise? De quoi elle est le modèle? Et en fait, ce que nous faisait voir très bien Bruno, c'est ce que j'appelle l'affirmation conditionnelle et qu'on retrouve dans les textes de Turing des 50. Hein. C'est-à-dire, Turing dit, est-ce que les machines peuvent penser? Et il répond en disant, ça dépend de comment on définit la pensée. Et puis il dit, si on définit la pensée comme ça, et si on définit la machine comme ça, alors oui, elle peut penser. Et là, Bruno nous disait une chose de ce type. Hein. Si selon une approche phénoménologique, on définit l'énonciation de cette manière, alors un LLM ne peut pas énoncer. Mais si on le définit de façon purement structuraliste, si. Là, oui. OK? Donc voilà, c'est ça que je voudrais faire exactement avec la créativité. Donc la question que je voudrais poser, c'est cette question de l'affirmation conditionnelle. Mais avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire de quoi on parle. Parce que en fait, ma préoccupation, c'est que souvent, quand on parle de IA, je déteste cette expression, je pense qu'elle veut rien dire en tant que telle. Je préfère parler d'approche algorithmique, je préfère parler d'approche computationnelle, préfère parler de modèles d'algorithmes de systèmes computationnels. IA, ça veut dire peu de choses parce que très souvent, quand on dit la machine, etc., on parle de ces gens-là que je suis en train de vous montrer. Et donc, quand on parle de ChatGPT, hein, quand on parle de Gemini, quand on parle de ces choses, en fait, ce n'est pas de ça que je vais parler dans mon discours. Pourquoi? Parce que les enjeux sont un peu différents. Pourquoi ils sont différents? Ils sont différents parce que déjà, ces applications sont des applications basées sur des LLM, ne sont pas des LLM. Les couches logicielles qui font la médiation sont plus nombreuses. Et en fait, le grand problème pour moi, c'est pas qu'il y ait beaucoup de couches, c'est surtout que ces couches sont inconnues ou en tout cas pas très bien connues. C'est-à-dire que le code, c'est que si on veut dire quelque chose d'intelligent par rapport à une application, il faut être capable de l'analyser de façon précise. On ne peut pas analyser de façon précise ChatGPT en tant qu'application parce qu'en fait, son code n'est pas accessible. On peut analyser des LLM particuliers quand on les connaît. Donc, je vais vous parler non pas des applications, parce que fondamentalement, on peut faire des hypothèses, on en sait quelque chose hein, quand même, parce qu'ils communiquent, mais en fait, je ne veux pas, je pense qu'il faut faire très attention quand on affirme des choses par rapport à une application, euh, quand on ne peut pas inspecter le code. Et ça, c'est le cas de la plupart. Et en fait, d'ailleurs, ce qui valait pour ChatGPT il y a quelques mois ne vaut plus aujourd'hui. De quelle manière les prompts sont enchaînés les uns avec les autres, de quelle manière des programmes sont appelés par le LLM, vous savez, le système des agents, c'est ça, hein, l'input en langue naturelle est processé, puis retransformé. Il y a toute une série de prompts qui sont enchaînés les uns avec les autres, puis on appelle des logiciels, on ne sait pas exactement lesquels, on fait des requêtes sur le web
ou pas. Donc, en fait, vous voyez déjà, c'est que disait Bruno, hein, on voit sur quoi le modèle est entraîné, sur quoi il travaille. Bah là, on peut le dire d'un LLM dont on sait, mais quand on commence à ne plus savoir quels sont les outils qui rentrent dedans, bah en fait, là, de quoi il est le modèle, et c'est ça un peu la question que je veux me poser, c'est plus difficile à se poser la question. Donc, évidemment, on en a une idée, mais je voudrais que l'idée soit un peu plus précise. Donc, je vais vous parler des principes des LLM, donc des Large Language Models. Je préfère traduire grand modèle des langues plutôt que des langages, parce qu'il me semble que l'utilisation du mot langage est un peu idéologique là-dedans. En anglais, il n'y a pas de différence entre language et language, mais bon, enfin, je préfère parler des modèles des langues, mais bon, on pourrait discuter sur ça. Donc, je parle des grands modèles des langues et je parle d'autres modèles avec des architectures semblables, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est fonction, ce qu'on appelle la fonction d'activation, c'est-à-dire que Bruno nous a montré comment fonctionne la vectorisation. Et en fait, la chose finale qui arrive dans ces systèmes, c'est que il faut sortir une distribution de probabilités. Ok, donc, à la fin, c'est ça qu'on sort. Donc, cette distribution de probabilités est obtenue à travers un calcul particulier et avec une fonction d'activation. La fonction d'activation, dans tout calcul inductif, évidemment, à la fin, il y a besoin de quelque chose qui décide, qui dit oui ou non. Par exemple, si dans le cas d'un classificateur, hein, est-ce que c'est un chat ou pas? Bah, il me faut quelque chose qui, à la fin, tranche et qui me dise oui, c'est un chat, non, c'est pas un chat. Ça, c'est ce qui est fait normalement par ce qu'on appelle une fonction d'activation. Si vous y connaissez un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'imagine que vous connaissez déjà. Donc là, je vais vous parler des systèmes qui ont une softmax comme fonction d'activation à la fin. Je vais un peu mieux expliquer ce que c'est pendant ma présentation. Alors, en fait, je vous propose donc dans ma présentation d'inverser les raisonnements, c'est-à-dire que au lieu de se dire est-ce que l'IA est capable, est-ce que l'IA est créative, est-ce que l'IA peut faire ça, ou encore pire, est-ce que la machine peut faire ça? Je vous propose de faire l'inverse, c'est-à-dire de définir le ça. Le problème est toujours celui-là. Le problème n'est pas la question des limites des machines, mais des limites de nos capacités de définition et de nos capacités de modélisation. Sur ça, peut-être on a une petite divergence avec Bruno, mais on en parlera s'il nous reste du temps dans les débats à la fin. C'est-à-dire que pour moi, tout est modélisable. Tout est modélisable. Il n'y a pas de limites intrinsèques à la modélisation. Il y en a à la computation, mais à mon avis, la modélisation peut aller un peu au-delà. Et en fait, je partirai de ces présupposés-là. Ben, en fait, on peut tout automatiser. La question est donc plutôt qu'est-ce que nous automatisons et pourquoi? Et très souvent, nous automatisons ce qui a peu de valeur. Donc, il y a une considération, à mon avis, politique à faire, hein. Pourquoi aujourd'hui on automatise la créativité? Pourquoi on a commencé par automatiser le fait de moissonner les blés ou de tisser et puis, aujourd'hui, on automatise la créativité. À mon avis, on automatise de plus en plus la créativité. Ben, je pense que c'est pas pour des questions de capacité, c'est pas qu'aujourd'hui nous sommes plus capables, c'est qu'on automatise ce qui n'a plus de valeur et on automatise la créativité parce que le travail créatif s'est au fur et à mesure prolétarisé. C'est-à-dire que comme on automatise les calculs à partir du XVIIIe siècle, au moment où on se rend compte que les compétences mathématiques, en fait, ne sont plus rares et tout le monde a accès, et donc un enfant peut le faire. D'abord, on commence par dire une femme peut le faire, un enfant peut le faire, donc ça peut être fait par un subalterne, et donc je peux l'automatiser, hein. Et c'est comme ça que Babbage a son idée du difference engine, hein. C'est vraiment ça, l'idée on peut diviser ces tâches-là. Bah, en fait, on leur attribuait une grande valeur symbolique. Maintenant, on se rend compte que bah, elles n'ont pas une grande valeur symbolique. On peut les diviser et puis en fait, on les automatise. Donc, en fait, je trouve que aujourd'hui, la question, c'est on a automatisé la créativité parce qu'en fait, il y a trop de poètes. ChatGPT sait écrire des poèmes parce qu'en fait, être un poète n'est plus une grande valeur aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est pour pointer l'attention sur les raisons hein, de l'automatisation. Donc, la question à se poser,
ce n'est pas, à mon avis, de savoir est-ce qu'une machine peut-elle être créative. La réponse sera toujours oui, si. Et le oui, si, ça dépend de quel est notre modèle de créativité. C'est-à-dire que la mauvaise question, c'est est-ce qu'une machine peut être créative? Et la bonne question, c'est qu'est-ce qu'est la créativité? Et la question qu'est-ce qu'est la créativité devrait avoir une réponse formelle qui est un modèle de créativité. Une fois qu'on a défini, qu'on a donné un modèle de créativité, bah, en fait, là, on peut construire une machine qui implémente ce modèle-là. Et évidemment, on pourra aussi regarder différents types de machines pour voir si elles implémentent ou pas ces modèles-là, et donc si elles sont créatives ou pas par rapport à cette définition de créativité. Donc là, le raisonnement que je vais faire, c'est un raisonnement à l'envers. Je vais partir de ce que font les LLM et d'une certaine idée de créativité qu'à mon avis, ils implémentent et essayer de vous dire quelle serait la définition formelle de créativité que ces modèles proposent. Alors, cette définition, fondamentalement, se trouve dans un petit paramètre de la fonction softmax, qui est ce qu'on appelle température. Et donc, pour comprendre de quoi on parle, je voudrais rentrer un peu dans les détails de la fonction softmax que vous voyez ici. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec des fonctions mathématiques, mais cette fonction est très simple et assez facile à lire, hein. Donc, c'est une fonction sigma de z de i, c'est-à-dire que vous avez une série d'éléments hein, un groupe d'éléments de k éléments qui vont de 1 jusqu'à k, OK? Et ces éléments-là, donc pour chacun de ces éléments-là, vous pouvez calculer bah, quoi? Bah, sa valeur de probabilité. Et comment vous la calculez? Bah, vous voyez, la chose la plus simple pour calculer une chose de ce type, c'est on dit bah, j'ai trois pommes et une poire et une orange. OK, bah, quelle est la probabilité que je pioche une pomme? Quelle est la probabilité que je pioche une orange? Quelle est la probabilité que je pioche une poire? Bah, en fait, vous faites une fraction hein, et vous dites, bah, je fais l'addition des 5, donc c'est 5. Et puis, bah, là, j'ai 3 poires, donc ça 3 pommes, donc ça va être 3 sur 5, tandis que l'orange, j'en ai une, donc 1 sur 5, etc. Donc, en fait, c'est ça les principes, hein. On fait une addition, une somme, c'est ce que vous voyez au dénominateur, et en haut, vous avez une fonction, la fonction exponentielle, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure, mais donc c'est assez simple, hein. On veut avoir une distribution des probabilités. Donc, on veut avoir quelque chose qui me revient hein, euh, sur 100 probabilités, combien de probabilités j'ai d'un token particulier. Alors, pour comprendre ça, revenons un instant, mais je vais y aller très vite parce que Bruno en a déjà parlé longuement. C'est quoi un LLM? Ben, en fait, un LLM est un modèle qui apprend la probabilité d'un token T, étant donné les tokens T-1, soit là, la formulation mathématique, donc, hein, c'est la formalisation, c'est celle-là. C'est-à-dire, j'ai une situation, là, vous voyez à l'écran, hein, Harry Potter was a highly unusual boy, least favorite teacher, professor. Et puis, voilà, là, nous avons une distribution des probabilités ici qui me donne des probabilités de tokens qui peuvent venir après. Alors, je vais vous faire un exemple très simplifié pour comprendre comment ça marche. Alors, admettons que j'ai un corpus d'entraînement. Le corpus d'entraînement suivant, vous comprendrez l'hommage à Jacques Dutronc dans mon exemple. Donc, j'ai ces 10 phrases-là. Et donc, j'aime les roses rouges, j'aime les roses blanches, j'aime les fonctions mathématiques, j'aime les chiens, j'aime les filles qui font vieille France, là c'est la chanson de Dutronc, etc., etc. Là, vous avez donc des résultats qui me donnent, bah, j'ai 3 fois rose, j'ai 2 fois fonction, j'ai une fois chien, j'ai 4 fois fille. Et en fait, je veux calculer si j'ai la phrase j'aime, ou j'aime les plutôt, bah, si j'ai ces tokens-là,
évidemment, parenthèse, je suis en train de simplifier, hein. Comme Bruno le disait, les tokens ne sont pas des mots, c'est un peu plus complexe que ça. Et en fait, le système d'entraînement est plus complexe que ça. C'est pas juste qu'on compte combien de fois j'ai la même phrase, mais on peut dire que ça revient plus ou moins à une situation de ce type-là, hein. Donc, un corpus qui m'émontre des patterns statistiques. Ces patterns sont transformés en des chiffres qui sont des chiffres absolus. 7, 28, 150, moins 3 aussi. Donc ça, c'est ce que je vais avoir à la fin. Et en fait, le problème, c'est comment je fais pour transformer cet ensemble de chiffres en quelque chose qui ressemble à une distribution des probabilités, c'est-à-dire quelque chose de normalisé sur 100 qui me dit un token, quelle est sa probabilité de sortir sur 100. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que fait la softmax. Alors, la softmax, à la base, on utilise, pour normaliser, on utilise la fonction exponentielle, donc E de Z. Donc, E, vous savez, c'est le nombre dollars. C'est quelque chose qui est très intéressant, hein. Pourquoi on fait ces choix-là? Ces choix, on le fait, donc, c'est le nombre qui est à la base du logarithme naturel. La fonction dont la dérivée est la même que la fonction. Donc, vous voyez, il y a une fonction qui est utilisée très souvent pour la normalisation parce qu'elle a des propriétés particulières qui rendent l'algorithme plus harmonieux. Là, c'est typiquement le gradient descent, évidemment, puisqu'on fait la dérivée, ou utiliser un nombre qui nous donne quelque chose qui est semblable. Donc, la dérivée est pareille à la fonction. Ben, en fait, ça nous aide à la régularité des calculs et de la backpropagation, hein. Donc, bon, c'est juste, peut-être certains comprendront l'idée, mais si vous connaissez pas les points mathématiques, en fait, il suffit de retenir que là, on va normaliser cette distribution sur 100. Et en fait, la fonction exponentielle nous permet de souligner un peu des différences de pourcentage. C'est-à-dire, pour faire en sorte que l'algorithme soit capable de choisir le token, on va essayer de augmenter un petit peu, mais de façon normalisée, hein, les chances des tokens qui sortent le plus souvent. Parce que sinon, en fait, l'algorithme ne serait pas capable de choisir parce que les pourcentages naturels seraient trop proches, hein, si on n'utilisait pas la fonction, la fonction exponentielle. Bon, voilà, donc ça, c'est ce que nous avons et nous les calculons. Là, vous voyez le résultat, nous appliquons à ces chiffres de départ que nous avions, rose 3, etc., etc., nous appliquons la fonction et nous avons des résultats. Donc, nous appliquons pour Z les différents ZI et nous avons les résultats. Donc, le numérateur, comme je vous le disais, est constitué par la fonction exponentielle, donc qui a pour base les nombres de Euler, et pour exposant donc z de i, à savoir les chiffres auxquels nous sommes en train d'appliquer l'équation, et le dénominateur est la somme, l'addition de tous les z de 1 à k, auquel on applique évidemment la fonction exponentielle. Et là, nous avons nos résultats. Zoom est insupportable parce que j'ai un truc devant mes diapositives, donc je n'arrive pas à les voir. Voilà, oh, je l'ai enlevé. Là, nous avons ce que nous donne la fonction exponentielle. Vous voyez, la fonction exponentielle augmente la chance de phi qui était, en fait, qui apparaissait 5 fois sur 10. Là, en appliquant la softmax, j'ai 64%. Donc, c'est un plus que 50% et les autres donc sont un peu moins. Donc en fait, on calque les résultats, on souligne, on donne plus de chances aux résultats qui sont les plus probables, on augmente la probabilité, hein. OK, mais dans tout ça, la créativité, elle rentre où? Bah, en fait, la créativité peut être comprise et modélisée plutôt par ces types d'approches avec une petite ruse mathématique qui est ce petit bêta qui, vous voyez, on va multiplier l'exposant zi par un bêta qui évidemment donc augmente le résultat, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est que notre chiffre va être modifié. Comment il va être modifié et pourquoi on appelle température?
Bon, l'idée des températures est une idée qui est reprise de la physique. C'est une métaphore, hein, évidemment. Et l'idée, c'est que la plus haute est la température et plus un système est désorganisé. Donc, on augmente la température et on diminue l'organisation du système. Et la température, ici, est les réciproques de bêta, c'est-à-dire c'est 1 sur bêta. Donc, le plus gros est bêta, hein, la plus petite sera la température. Donc, en fait, si on augmente la température et donc si on diminue bêta, la différence entre les pourcentages de la distribution des probabilités sera diminuée. Et la probabilité sera donc distribuée de manière plus homogène. Intuitivement, les écarts entre les termes le plus probable dans notre exemple fille et les termes le moins probables, chien, sera plus petit. Donc là, si on fait nos calculs, si je mets une température à 5 et donc B égale 1 sur 5 égale 0,2, nos chiffres seront transformés comme suit. Là, voilà, nous avons donc un nouveau dénominateur et nous avons une nouvelle distribution de probabilité qui est celle-là. Là, vous voyez que phi qui était à 64% arrive à 33% avec une température de 5. Rose arrive à 27, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins la même probabilité. Donc cet algorithme, avec une température plus élevée, il va nous sortir, quand on lui demande devine les tokens, il va nous sortir un token qui est en absolu moins probable. Dans, dans la représentation dans les corpus, serait moins probable. En fait, on a normalisé d'une autre manière en réduisant les différences et en rendant donc plus probables des termes qui les sont moins. Donc fondamentalement, ah bah on pourrait se dire oui mais d'accord mais non mais la créativité permet aussi de sortir quelque chose qui n'a jamais euh, eu lieu. Et donc quid des probabilités zéro? La créativité bah c'est aussi ça peut être aussi la capacité de sortir quelque chose qui n'est pas seulement moins probable mais qui est absolument impossible dans le sens qu'il n'a pas été observé avant. Bon, ça aussi est modélisé par les algorithmes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait un peu trop de temps, avec un processus qui s'appelle smoothing, qui consiste à enlever toutes les probabilités zéro. Donc, toute probabilité a, est présente. Et puisque d'ailleurs, les tokens ne sont pas des mots, mais sont plus petits que les mots, même l'invention de mots qui n'existent pas dans les corpus est possible. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on évite les probabilités zéro. Si on augmente la température, des probabilités petites deviennent plus importantes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les comportements finaux? C'est quoi ce qui ressort comme étant créatif selon cette définition formelle? Bah, en fait, c'est un comportement qui dévie de la distribution normale des probabilités, mais, et c'est ça qui est important, puisque c'est basé sur une normalisation des probabilités observées, en fait, ça garde un sens et une cohérence. En fait, je trouve que c'est une définition de créativité. Je souligne, hein, là, je ne suis pas en train de dire que c'est la définition de créativité. Je dis que si nous définissons la créativité de cette manière, alors un LLM est créatif. Évidemment, on pourrait les définir autrement et trouver, par exemple, qu'il y a un rôle important dans la créativité, dans l'énonciation, comme l'a définissait Bruno tout à l'heure. Bah alors, l'LLM n'est pas créatif, hein. Donc, ça, c'est... Mais en fait, je trouve que c'est une définition assez intéressante, hein. On a les comportements créatifs est un comportement qui est surprenant, effectivement. Turing en parlait, hein, de la question de la surprise dans son article justement sur de 1950. Donc, qu'est-ce qui nous surprend? Ben, c'est une bonne définition formelle de dire qu'une chose qui nous surprend est une chose qui est moins probable que le normal. Donc, si nous sommes habitués
à voir des patterns statistiques dans le monde qui nous entoure, bah, quelque chose qui ne correspond pas à ces patterns statistiques peut nous surprendre parce que ça, on ne pouvait pas l'anticiper, hein, c'était peu probable. Mais par contre, attention, parce que c'est pas les n'importe quoi non plus la créativité. Donc, ce n'est pas juste une chose qui nous surprend mais qui n'a aucun sens, hein. Euh, c'est une chose qui nous surprend, mais qui continue à avoir du sens. Et donc, c'est cette petite ruse mathématique qui consiste à dire, bon, c'est moins probable, mais c'est quand même possible. Donc, j'augmente la probabilité. Donc, les comportements dans l'ensemble, parce que c'est pas seulement donc dans la production d'un token, mais c'est dans l'ensemble du comportement, hein, cette augmentation des valeurs moins probables, ce lissage de la distribution des probabilités qui fait en sorte que le comportement global dévie de la norme, mais garde en même temps l'essence globale. Donc c'est, à mon avis, une excellente définition de créativité. Et là, on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est la bonne définition? Et puis, on pourrait avoir plein de gens qui commencent à dire, mais moi, je définis la créativité autrement, etc. À mon avis, est-ce la bonne définition? Ça, c'est la mauvaise question. C'est une définition qui est bonne parce que elle est formelle, elle est claire, elle n'est pas ambiguë. Donc, en fait, le problème, c'est que très souvent, nos critiques au LLM ou aux différentes applications sont des critiques qui sont basées sur la non-explicitation de ce que ces modèles n'ont pas. On peut évidemment dire, ben, oui, mais pour moi, la créativité implique une autre chose, d'accord? Mais si on est capable, et c'est ça mon point de vue, si on est capable de nommer et d'expliciter cette chose, peut-être la machine en question, donc l'LLM, peut-être ne pourra pas être créatif. Mais on pourra créer une autre machine qui sera capable d'implémenter cette chose. Ça, c'est ce que disait von Neumann quand il disait, vous dites qu'une machine ne pourra jamais faire X. Si vous me expliquez précisément ce qu'est ce X, je vous ferai une machine qui fait exactement ça. Et ça, je pense, c'est le fond de mon discours. La question n'est pas celle des limites des machines, la question c'est celle des limites de nos capacités de définition et de compréhension du monde. La question n'est pas de savoir si la machine peut ou pas être créative, la question c'est de savoir si nous sommes capables de donner des définitions de créativité et de comprendre ce que c'est que la créativité. Et quand on se dit, hein, mais pour moi la créativité c'est plutôt autre chose, ben, je vous répondrai, give me the formal definition. Si vous me donnez la définition formelle de ce qui vous manque, bah, il sera possible de construire une machine qui fait exactement ça. Et puisque j'avais préparé une présentation de 30 minutes, j'ai récupéré le temps pour 30 minutes de débat. Merci.